Deuxième épisode, Mons et ses anges. Eh bien, nous nous retrouvons à l'intérieur du Mons Memorial Museum, un très beau et vaste bâtiment de briques, de fer et de verre, dans lequel était installée une machine à eau qui alimentait à l'époque toute la ville de Mons. Le Mons Memorial Museum est un musée de société et d'histoire militaire où on présente l'histoire militaire et l'histoire politique de Mons du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Si le musée existe, véritablement, c'est parce que après la Première Guerre mondiale, on va récupérer énormément d'objets issus de cette bataille de Mons du 23 août 1914 et de la bataille du 10-11 novembre 1918, où en 14, on va voir pour la première fois les Britanniques combattre les Allemands, et en 18, la libération de la ville par les troupes canadiennes et britanniques. Et donc on va recevoir énormément d'objets. C'est la ville qui va recevoir des objets, et en 1930 va créer un premier musée de guerre. Évidemment, suite à la Seconde Guerre mondiale, on va récupérer énormément d'autres objets, et par la suite, le musée va développer énormément de pièces de collection. En 2015, Mons est capitale européenne de la culture, et on va réaménager un ancien site qui s'appelle la Machine à eau, le bâtiment dans lequel on est, qui date de 1870, et cette machine à eau a comme objectif de puiser de l'eau de source pour pouvoir l'amener à un château d'eau qui est au pied du Beffroi, au pied du centre-ville, et qui permet de distribuer l'eau potable à l'ensemble de la population. Et donc en 2015, on est capitale européenne de la culture, et on recrée tout un nouveau site où on va décider de présenter cette histoire militaire et politique à travers les témoignages. Et donc vous allez pouvoir découvrir des témoignages de soldats, de civils, de femmes, d'hommes, d'enfants qui vont raconter leur vécu durant la guerre. La spécificité de ce musée, c'est qu'on va surtout parler durant la Première et la Seconde Guerre mondiale de l'occupation, comment on vit durant l'occupation. Quelle est la résilience des gens, comment on fait pour enterrer, comment sont le soldat, la famille, comment on passe ces épreuves. Et donc, à travers toutes ces questions-là, le Mons Memorial Museum permet véritablement d'avoir une meilleure connaissance de l'actualité. Alors, c'est vraiment l'objectif du musée. Ce musée mérite donc à lui seul le voyage. Mais l'exposition qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans une aile du musée. Et nous allons maintenant rentrer dans la première salle où une vidéo nous propose une reconstitution de l'épisode des Anges de Mons. C'est parti pour le deuxième épisode de ce calendrier de l'OVNI avec l'apparition de 1914 au-dessus de Mons. En pleine Première Guerre mondiale, il y a eu le phénomène qui a eu un retour presse assez surprenant qu'on appelait les Anges de Mons. On dit que d'un seul coup, en pleine bataille entre les Anglais et les Allemands, un phénomène lumineux, nuageux serait arrivé et aurait fait peur aux Allemands, bien sûr, qui se seraient enfuis. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI. Les Anges de Mons. Plusieurs d'entre eux s'effondrent sur les pavés. Toute la journée, les combats font rage. Au soir, les Britanniques ont reculé jusqu'en bordure de la ville. La nuit couvre le jour de son voile noir. L'histoire des Anges de Mons nous ramène plus de 100 ans en arrière, en 1914, à une époque où les premiers feux de la guerre s'allumaient en Europe, plongeant une partie du continent dans de profondes ténèbres pendant plusieurs années. La vidéo projetée à l'entrée de l'exposition nous rappelle l'étrange histoire de ces anges. Sur les hauteurs de la ville de Mons, un phénomène lumineux se serait produit, permettant aux soldats anglais qui se trouvaient dans une situation désespérée de se dégager et de rejoindre les lignes arrières.
nous avons eu lors du premier épisode avec le podcast 20 minutes pour comprendre, des explications sur les forces en présence à l'époque en Belgique et autour de Mons. Aujourd'hui, nous nous rapprochons un peu plus du champ de bataille sur lequel va avoir lieu l'apparition lumineuse. Pour cela, nous allons rejoindre Corentin Roussement, que vous avez déjà entendu présenter le musée. Corentin est conservateur du Mons Memorial Museum et commissaire de l'exposition sur les anges de Mons dans laquelle nous allons déambuler ensemble. Il va nous éclairer sur les circonstances de l'apparition lumineuse, les lieux où elle s'est déroulée et sur le rapport des Montois à cette histoire. À l'inverse de la France qui déclare la guerre à l'Allemagne, on ne déclare pas la guerre. On ne fait que se défendre. Et c'est le 4 août 1914 que les Britanniques disent aux Allemands, si vous ne sortez pas vos troupes du territoire de la Belgique, je vous déclare la guerre. C'est ce qui va se passer. Donc on est en 1914, aux alentours du 20 août, on a l'ensemble des Britanniques qui arrivent autour de Mons. Ils envoient des éclaireurs, ils savent que les Allemands arrivent. Ils vont prendre la ligne de front, qui est la ligne du canal, comme ligne de front. Ils se mettent derrière le canal. Les combats arrivent véritablement à partir du 23 août. C'est la grosse journée de combat. Et à partir de ce moment-là, les Britanniques ils retraitent. Les Allemands utilisent les civils comme boucliers humains. Ils vont traverser toute la ville avec des personnes devant eux. À un moment donné, des échanges de tirs, des civils qui vont mourir, des gros dégâts, un village entièrement détruit par les Allemands. Les Allemands, en fait, combattent déjà depuis presque 20 jours. Les Britanniques, eux, ils sont tout frais. Ils sont pas arrivés à pied, ils sont arrivés en train. Jusqu'à Maubeuge, puis ils sont arrivés de Maubeuge jusqu'ici à pied. Donc c'est des troupes fraîches, c'est aussi des troupes professionnelles. C'est les British Expeditionary Forces, donc ce ne sont absolument pas des conscrits. Donc ce sont des hommes de métier qui se sont battus à différents endroits. Donc ils ont une capacité de combat beaucoup plus forte que les Allemands. La seule différence, c'est que ils sont 70 000 du côté britannique et 200 000 du côté allemand. Donc voilà. Le rapport de force est totalement différent. Et donc les Britanniques vont retraiter et à un moment donné, ils vont se retrouver sur un espace assez haut de Mons, qu'on appelle la bascule, qui est là-bas un peu plus haut. Et ça, c'est fin de journée. Et on sait que pendant les combats, ça tire dans tous les sens, ça tire fortement en l'air. Et que, évidemment, d'un côté comme de l'autre, on va utiliser des fusées éclairantes. Pourquoi ? Pour pouvoir voir ce qui se déroule sur le terrain, mais aussi, vous savez comment on sait, fin août, le soir tombe quand même assez vite, mais on a des grands pans d'horizon avec de la lumière rasante. Et donc tout ça a peut-être joué dans une atmosphère un petit peu particulier. On utilise aussi des avions, les Allemands utilisent des avions. Dès le début de la guerre, dès ce moment-là, il y a... Ah oui. Dès le début, en fait, les avions ne sont pas là pour attaquer, les avions sont là pour repérer, vérifier le terrain, voir où se déplacent les troupes, et aussi pour permettre à l'artillerie de savoir où elle va tirer. Et donc, on est vraiment dans un fameux combat. Et voilà. Dans l'histoire, comme on la raconte de manière assez brève, on dit que à ce moment-là, aux alentours de la bascule, au bois là-haut, là, il y aurait un soldat britannique qui aurait invoqué Saint-Georges. Et donc, du ciel seraient apparus 16 anges, Saint-Georges, 16 anges, les archers d'Azincourt. Alors, les archers d'Azincourt, je vous rafraîchis, Azincourt, c'est une bataille entre les Français et les Anglais durant la guerre de 100 ans. Et cette bataille, ce sont tous des bowmen, donc tous des archers, qui vont ratatiner la cavalerie française. C'est une des plus grosses défaites de la France lors de la guerre de 100 ans. Et donc voilà, ça c'est un fait. Donc ces archers d'Azincourt, ces anges, Saint-Georges. Et puis voilà. Les Britanniques continuent à retraiter, ils retraitent avec les Français, puis ils arrivent jusqu'à la Marne, contre-offensive de la Marne, puis le front. Voilà. Ça, c'est juste ça, et là on est au mois d'octobre. Alors que l'histoire des anges s'est répandue parmi les soldats du Commonwealth, aucun bruit ne va fuiter dans la population montoise. Et ça, il faut bien appréhender la chose, c'est que c'est pas une histoire
montoise, c'est pas une histoire belge, c'est pas une histoire francophone, c'est une histoire de Britanniques, exclusivement britanniques, et dont la population de Mons a découvert ça seulement à partir de la libération de 1918. Parce que quand ça apparaît en 1914, jusqu'en 1918, on est sous occupation allemande. Et pendant ces 4 années-là, en fait, on n'est pas au courant de cette histoire des anges. Et donc, c'est seulement à partir de ce moment-là que la population de Mons va découvrir les anges de Mons. Donc, c'est quelque chose vraiment d'inconnu. Et donc, c'est ça qui est assez particulier, c'est que ça n'est pas notre histoire. D'accord. Et effectivement, la rumeur s'est propagée en Angleterre, mais pas ici. Exactement. D'accord. En fait, ici, il n'y a rien eu. Ça, c'est vrai que c'est étonnant quand même. Il n'y a rien eu. Mais après, je vais vous décrypter, en fait. Et vous allez comprendre. Ça veut dire que si on est allé aux archives, par exemple, voir dans les journaux de l'époque, il n'y aurait rien sur ces anges de Mons. Alors, sans les archives ici. Hein. Donc, si vous venez sur les archives produites en Belgique, il n'y a absolument rien du tout sur les anges de Mons. Après, on est sous occupation. Et donc, ça veut dire que censure, contrôle complet des Allemands sur tout ce qui est produit. Donc, les Allemands n'auraient jamais osé permettre qu'on parle d'anges qui apparaissent suite à une invocation de soldats britanniques. Hein. Ça, impossible. Ça ne pourrait pas exister. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que Dieu a choisi son camp. Et les Allemands, leur objectif, c'est de montrer que Dieu est avec eux et pas avec les Britanniques. Pour illustrer ce chapitre de l'histoire des anges, Corentin nous montre des tableaux qui représentent cette histoire. Tous sont très sombres et montrent des soldats dans un lieu non défini. Ces soldats regardent une lumière céleste qui éclaire le ciel gris du tableau. Mais dans l'un d'entre eux, la ville de Mons est très reconnaissable. Je reviens en 1918, le 11 novembre, la ville de Mons est libérée la nuit du 10 au 11 par les troupes canadiennes et le 5e Royal Lancier britannique. Et d'ailleurs, c'est un régiment qui a participé à la bataille de Mons de 14 et la bataille de Mons de 18, le 5e Royal Lancier. Et directement, là, ce qui se passe, c'est que les autorités communales accueillent ces soldats. Et là, une des premières choses que font ces soldats, c'est demander où sont apparus les anges de Mons. D'accord. Et donc là, l'autorité communale se regarde, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Expliquez-nous. Et donc là, on commence à expliquer à la ville. La ville découvre ça. Mais la ville, elle dit, voilà. Et ce qui va se dérouler, c'est que de plus en plus, les cérémonies commémoratives ont lieu tous les ans. De nombreux soldats britanniques reviennent à Mons pour la date anniversaire de la bataille du 23 août. C'est extrêmement important. Hein. En 2014, on a accueilli Kate, William et Harry pour le centenaire. Donc voilà, on est vraiment à un niveau de... Et donc on avait beaucoup de soldats qui arrivaient. Et quand ils étaient accueillis par l'autorité communale, ils étaient accueillis dans le cabinet d'apparat du bourgmestre, donc du maire, et les soldats et les officiers demandaient où sont les anges de Mons. Et donc, à force de frustration, il va y avoir un artiste de Mons, et c'est pour ça que je viens à ce tableau aussi. Il va y avoir un artiste de Mons, Marcel Gillis, qui va créer un tableau suite à plusieurs demandes d'un Montois qui s'appelle Paul Hubgen et qui avait créé une association britannico-montoise en mémoire de l'implication de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Et lui, il va réaliser un tableau en 1934 qu'il va produire. Et c'est ça qui est très... Il est francophone belge, hein, mais il va tout noter ici en anglais. Pourquoi? Eh bien, vraiment à destination des visiteurs britanniques. Et comme ça, quand les visiteurs britanniques sont accueillis par l'autorité communale, dans le cabinet du bourgmestre, eh bien, quand on pose la question où sont les anges de Mons, eh bien, ils sont là. Au premier plan du tableau, on devine des soldats sur une hauteur qui tirent au canon. Un drapeau anglais est porté par un soldat qui fait partie d'une colonne qui semble grimper sur cette colline en tournant le dos à la ville. Certains soldats sont blessés. Au deuxième plan se trouve une plaine qui sépare la colline où se trouvent les soldats anglais de la ville de Mons. Sur cette plaine se trouvent quelques soldats qui enterrent leurs morts, les sépultures étant marquées par des croix. Au troisième plan, la ville de Mons est reconnaissable à son beffroi qui domine les habitations et à ses clochers. Dans un ciel qui semble crépusculaire, des explosions ont lieu au-dessus de la plaine, tandis que de la partie sombre du tableau apparaissent des nuages blancs lumineux, desquels émergent les formes de Saint-Georges brandissant l'épée et des anges archers. Des flèches sont envoyées par les archers sur des cibles que l'on ne voit pas. Ce tableau est emblématique des anges de Mons et il est facile à trouver sur le web. Vous pouvez également le trouver sur le site de l'Office de tourisme, sur la page des anges de Mons.
Et donc ce tableau, alors très particulier parce que donc c'est un tableau fait dans un objectif d'apparat dans lequel on va retrouver finalement la butte de Mons, l'identification de Mons très forte avec le beffroi, une sorte de clair-obscur, et c'est fait à la manière dont on fait les vues de sièges de ville de Louis XIV ou de Louis XV, voilà, très forte représentation où on ne voit pas l'ennemi. Ah oui, il n'y a pas d'Allemand. Et on voit bien cette retraite. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet artiste a connu cette bataille de Mons, vu que c'est en 1934. Et on peut voir, c'était quoi? C'était enterrer des soldats, mettre des soldats dans le champ de bataille, énormément de blessés, des morts, la retraite, de l'artillerie, des coups de canon, ces flashs lumineux dans le ciel. Et voilà, Saint-Georges qui apparaît ici, des archers ailés, et qui viennent aider les Britanniques à battre en retraite. Et alors ils tirent, mais ils tirent sur qui? On ne le voit pas. On voit pas l'ennemi. On ne voit pas l'ennemi. Et c'est tout ça l'intérêt, c'était la glorification, la valorisation de l'armée britannique. Et ce tableau est directement acheté par la ville. Et d'ailleurs, on a une photographie du premier jour où il arrive à la ville, où en même temps on reçoit nous à la ville un tambour d'un régiment britannique. Tout le régiment est là et est photographié avec le tableau et avec tous les soldats qui ont participé à la bataille et qui sont encore présents. Et ce tableau va rester dans l'hôtel de ville, dans le cabinet du bourgmestre jusque dans les années 2000, où là le nouveau bourgmestre qui arrive en 2000, il comprend pas le tableau. Ah oui. Il sait pas il dit ça m'intéresse pas exactement. Et donc il l'envoie au musée. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant il est dans le musée. Après tant mieux, comme ça il est accessible à tous les publics. Et bien pourquoi? Parce qu'on n'avait plus de soldats qui revenaient. Ah oui. Il y avait quasiment plus de cérémonies commémoratives. Elles existaient, mais elles se faisaient avec des gens qui savaient pas très bien ce qui s'était déroulé en 1914. Et ce qui a un petit peu sauvé l'affaire, c'est que ici à Mons, on a la base du SHAPE, donc la base de l'OTAN. Donc c'est le quartier général de l'OTAN ici, mais uniquement les militaires. À Bruxelles, on a les diplomates. À Mons, on a les militaires. Il y a plus de 5000 militaires de toutes les nationalités de l'OTAN qui sont présents. Et donc, on a de nombreux Britanniques. Et donc, ces nombreux Britanniques sont là à nos commémorations. Et donc, eux, en fait, ils l'ont appris dans leur cours d'histoire. Comme vous avez appris Verdun, eux, ils ont appris Mons. Ils ont appris Mons, la Somme, Ypres. Donc, ils savent qu'à Mons, ils vont trouver. Et dans l'espace public de Mons, on a, je peux vous jurer, au moins 25 monuments ou plaques en lien avec la bataille du 23 août 14. Et donc, il y a vraiment un territoire marqué par cette bataille. Les gens le voient, mais les gens ne savent pas ce qui s'est déroulé, les gens ne comprennent pas, mais ils voient dans l'espace public de Mons des drapeaux britanniques à différents endroits, comme des drapeaux canadiens, et ils se disent, tiens, il y a quelque chose qui s'est déroulé. Et c'est une des raisons du travail qu'on fait ici au musée, c'est d'expliquer pourquoi dans l'espace public on a ces éléments-là, est-ce que ça a un sens, pourquoi, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Oui, en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est au niveau des mémoires. Vincent, du podcast 20 minutes pour comprendre. C'est que c'est d'abord une légende qui est britannique et puis qui va connaître son existence propre. Mais on va commencer en Belgique à s'approprier ce mythe, enfin ce qui est vu là comme étant un mythe, en 1930 pour le centenaire de la Belgique, premier centenaire, et puis aussi en 2014 où ça va en fait faire partie du folklore parce que ça permet à la ville de Mons de continuer sans cesse de dire coucou Londres, coucou les Anglais. On a une histoire commune, on a un lieu de mémoire partagé en fait. Début 2013, il y a plein de projets pour préparer les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale qui arrivent. Moi, je suis archiviste à l'époque de la ville de Mons et ça fait 1 an et demi que je travaille à la ville. Mais je suis de Mons, très ancré localement. Et moi, j'étais guide touristique aussi et j'avais étudié cette légende des anges de Mons. Mais c'était quelque chose que moi j'ai découvert en étudiant véritablement l'histoire de Mons en devenant guide touristique. Et finalement, le bourgmestre de Mons, c'est le maire, me demande de coordonner l'ensemble des événements commémoratifs du centenaire de la Première Guerre mondiale, du début de la Première Guerre mondiale. Et il y a un élément sur lequel je me rendais compte, c'est que les gens ne connaissaient pas
la légende des anges de Mons. Personne ne connaissait à Mons, à part les initiés, les passionnés d'histoire. Personne ne connaissait les anges de Mons. C'était pas quelque chose de connu. Il y a un élément très identitaire à Mons, c'est la Ducasse de Mons, ce qu'on appelle le doudou. Cette Ducasse de Mons, elle remonte au Moyen-Âge, au XIVe siècle. Donc c'est une procession multiséculaire, avec plus de 1800 personnes en costume d'époque. Et j'ai retrouvé dans les archives une photographie que l'on peut voir là-bas, d'un groupe des Anges de Mons dans cette procession. Ah, ouais. Voilà. Mais cette procession est extrêmement identitaire. Après cette procession, il y a un combat entre Saint-Georges et le dragon. Vous allez voir où après ça va ancrer encore plus la légende des gens de Mons. C'est déjà Saint-Georges. C'est déjà Saint-Georges. Et donc c'est une histoire du XIVe siècle. Donc en fait, c'est la confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges qui date de 1380. Il y a une procession à Mons après la peste noire. Et donc cette procession, elle a toujours lieu. Donc il faut s'imaginer que chaque année depuis le XIVe siècle, à Mons, on fait cette procession le dimanche de la Trinité. Et puis il y a le combat entre Saint-Georges et le dragon. C'est un truc de dingue. Il y a 100 000 personnes sur la grande place de Mons. C'est le moment le plus identitaire, le plus formateur et le plus important pour les gens de Mons. C'est reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et en fait, je me rendais compte que les gens ne connaissaient pas les Anges de Mons et que, en retrouvant une photo dans la procession d'un groupe des Anges de Mons qui existait uniquement en 1945, je me suis dit, mon challenge, ça sera de recréer un groupe dans la procession qui s'appelle les Anges de Mons. Et donc là, ce que je fais, c'est que c'est le clergé qui gère la procession. Donc c'est une ASBL, donc ce que vous appelez association 1901. Et donc moi, je vais les rencontrer, je leur explique, je leur donne du sens, et je leur dis on va recréer un groupe dans la procession, et je leur dis on va juste le faire en 2014 et en 2018. Comme ça, 2 années, début et fin de la guerre, et basta. Et donc j'engage des reconstituteurs britanniques, je demande à ma femme, à mes sœurs, enfin à ma sœur, à toutes mes amies de faire les anges, j'engage un groupe de cornemuse écossaise de Mons, et on crée le groupe. Alors là, ça a été fabuleux. Donc un retour de la population extrêmement important, extrêmement identitaire. Ils se sont dit, oui, c'est la légende des anges, tout le monde la connaît, c'est cohérent avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et ce qui se passe, c'est que je m'étais associé avec les associations patriotiques de Mons, qui ont financé une partie du groupe. Et ces associations patriotiques, qui sont aussi impliquées dans la procession, ont demandé que ça soit de 2014 à 2018. Et donc, ça veut dire, on le fait plus. 4 ans. Et en 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une demande pour que le groupe soit permanent. Et en fait, ils n'ont pas eu le choix que d'accepter, en fait, parce que la population s'est complètement imprégnée. Ouais. Et donc maintenant, aujourd'hui, quand vous posez aux gens c'est quoi les Anges de Mons, s'ils sont de Mons et qui sont intéressés par rapport à la procession, ils savent vous dire ce que c'est. Et donc c'est ça qu'on a gagné. Et au-delà de ça, et c'est là où grâce à ça, en fait, on a eu une plus-value, c'est qu'il y a un domaine viticole qui s'est créé en 2018 à Mons, et il a donné comme nom le Mont des Anges. Super. On a créé une bière, la Poudre d'Ange. Et donc, à partir du moment où vous avez un merchandising qui se développe autour de ça, et il y a même une association qui vient en aide au SDF, qui s'est appelée les Anges de Mons, les Anges protecteurs. Okay. Et donc, quand vous allez aussi dans des hôpitaux, des crèches ou dans des écoles, dans les écoles, ils refont ce petit combat entre Saint-Georges et le dragon. Dans l'école de mes enfants, ils font ça et ils ont recréé le petit groupe des Anges de Mons. Et il y a des salles, des endroits dans les hôpitaux et dans les crèches, c'est la salle des Anges de Mons. Et donc voilà, il y a une appropriation complète qui s'est faite de la population grâce à la réintroduction de ce groupe dans la procession. Donc si vous discutez, vous faites vous allez faire un micro-trottoir. Merci, j'allais dire un télétrottoir, mais non, micro-trottoir. Eh bien, vous allez tomber sur des gens qui viennent
viennent de Mons, parce que Mons est une ville assez touristique, donc vous pouvez tomber sur d'ailleurs de nombreux Français du Nord qui viennent beaucoup ici. S'ils sont de Mons, ils vont vous expliquer pas grand-chose, mais ils vont vous expliquer ce que c'est un petit peu. Et ce qui est formidable, c'est que moi, j'étais pas dans le groupe parce que je fais d'autres choses pendant le doudou, et j'étais derrière et j'écoutais les gens qui parlaient. Et c'était à mourir de rire parce que tout ce qu'ils racontaient les gens, c'était pas exact. Mais peu importe. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'ils savent identifier Ange de Mons, Première Guerre mondiale, britannique, apparition divine. C'est ça. Voilà. Et donc là, moi, j'avais un combo gagnant. Et donc aujourd'hui, en fait, le groupe des Anges de Mons, est connu. La légende, elle est plus ou moins connue. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a fait cette exposition. Pour que les gens puissent comprendre, en fait, puissent décrypter, pourquoi on parle des Anges de Mons. Et on sait que si cette histoire s'est fortement bien développée, c'est parce que déjà à l'époque et encore aujourd'hui, vous savez ce que c'est un ange, vous savez ce que c'est un archer et vous savez ce que c'est qui est Saint-Georges. Alors pour un Français peut-être moins, mais pour un Anglais, Saint-Georges, on le connaît. Pour quelqu'un de Mons aussi, alors Pardon ? Pour quelqu'un de Mons aussi. Oui, pour quelqu'un de Mons d'office aussi. Donc c'est Saint-Georges est le saint patron de l'Angleterre et donc c'est le saint patron de l'armée britannique. Nous à Mons, on le connaît particulièrement, mais alors on va voir après que c'est pure coïncidence. Ouais. Et donc ça c'est aussi extraordinaire. Et donc c'est là où peut-être en fait on peut s'interroger. Tiens, est-ce que c'est vraiment une coïncidence ou pas ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un fond ? Il y a peut-être un terreau propice et c'est aussi peut-être ça qui a fait que à Mons on se l'est aussi un petit peu plus facilement approprié parce qu'on le pouvait pouvoir justifier ça. Vincent, du podcast 20 minutes pour comprendre. Les anges, d'après les mythes, ce serait c'est des anges où ils viennent avec Saint-Georges, et parce que en fait Saint-Georges c'est le patron protecteur, donc je crois de l'Angleterre plus que de la Grande-Bretagne. De l'Angleterre, mais c'est aussi celui qui tue le dragon dans le folklore montois en fait. Le doudou, c'est Saint-Georges qui tue le dragon. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous dire que donc ça c'est pour vous expliquer comment en fait finalement on a même mis le tableau et là c'est quand il passe sur la grande place de Mons, il y a un monde de dingue c'est vraiment impressionnant Ça c'est tous les ans cette procession. C'est tous les ans, ouais. C'est le dimanche de la Trinité, donc c'est 8 semaines après Pâques. D'accord. Mais je vais vous montrer juste après, ça c'est sur la Grande Place, mais après on a le combat entre Saint-Georges et le dragon. C'est à connotation religieuse, oui, mais ça n'est pas religieux. D'accord. Ouais, ce que je disais, c'est identitaire. C'est identitaire. Et donc les gens, ils font la procession. Moi, je connais des gens qui crachent sur des curés, mais qui font la procession parce que c'est identitaire. Et donc là, on descend la rue des Clercs et après. Oui, puis c'est rigolo, vous faites aussi. Oui, c'est super rigolo. Mais attention, on prend ça extrêmement au sérieux. Moi, j'ai dû attendre 10 ans pour pouvoir endosser le rôle de Chinchin. Il faut habiter la commune depuis plus de 15 ans. Regardez la population qui est là. Voilà. Ouf. Voilà. Et ce dragon qui tombe. Ah oui, c'est spectaculaire. Il faut les 5-6 premiers rangs, si on n'est pas rugbyman ou bien accompagné. Tout ça pour attraper. Ça dure une demi-heure. Et tout ça pour attraper du crin qui est au bout de la queue d'un dragon. D'accord. Sur un écran, nous sommes intrigués de voir Wonder Woman. Un drôle de lieu pour une héroïne américaine quand même. Ici, on a voulu montrer, ça c'est le film Wonder Woman. Ah oui. Et en fait, dans Wonder Woman, ils se sont inspirés de la légende des anges. En fait, Wonder Woman représente cet ange qui vient protéger en fait les soldats qui sont derrière, non là pas pour retraiter, mais pour attaquer. Et donc vraiment le réalisateur s'est inspiré de la légende des anges de Mons. Voilà cet ange protecteur. Voilà, elle l'attaque pas, elle protège finalement, et elle va permettre aux Britanniques de pouvoir avancer. Alors voilà, effectivement, on voit là bon alors c'est un petit peu c'est un film, hein. Oui, donc les soldats sont dans les tranchées, donc contrairement à Wonder Woman. C'est Wonder Woman. C'est une vue d'Hollywood, quoi. Et il y a Wonder Woman qui vient et les Allemands disent qu'est-ce que c'est que ça, et les Anglais derrière disent allez, on y va à l'attaque, il se passe quelque chose, voilà. Donc effectivement, ça fait penser fortement aux Anges de Mons.
il y a véritablement dans la littérature et dans la musique britannique encore aujourd'hui, les anges de Mons sont un thème de prédilection pour pouvoir traiter de questions de surnaturel, de Première Guerre mondiale. Et donc on est vraiment dans énormément de réalisations de fiction, de production de fiction ou de groupes de musique, voilà, où ils s'inspirent de ça. Et ça a fortement marqué. Et depuis le centenaire, en effet, le public francophone commence seulement maintenant à le développer, mais ici, dans cette BD, où on commence vraiment à parler des anges monstres. Mais c'est le centenaire qui a joué là-dedans et le travail que nous, on a fait au sein de la ville pour en fait vulgariser cette histoire des anges monstres. On avait fait une énorme projection mapping en 2018. On avait fait une en 2014 et puis on en a fait une énorme en 2018 avec les Dirty Monitors, et c'était vraiment extraordinaire parce que on présentait toute la Première Guerre mondiale jusqu'à la libération à travers encore et toujours ces anges de monstres, parce que à chaque fois qu'on parle à un artiste des anges, enfin de la Première Guerre mondiale et des anges de monstres, il s'en empare directement parce qu'il se dit ça c'est une thématique où je vais pouvoir développer une créativité certaine et où je ne vais pas être bloqué par l'histoire qui est un petit peu considérée comme figée. This is the Angels of Mons, warrior spirits or battlefield hallucinations. Après cet entretien avec Corentin, nous y voyons plus clair sur le rapport de la population à l'histoire des anges de Mons. Nous retrouverons Corentin dans les semaines qui viennent pour la suite de cette enquête. Mais nous décidons pour l'heure de rejoindre le centre-ville pour trouver les traces des anges, de Saint-Georges ou tout autre élément qui pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé ici. Sur la place centrale, une surprise nous attendait. Alors, on vient d'arriver dans le centre de Mons, et là, il se passe quelque chose d'assez inattendu. C'est une fête foraine en plein centre-ville, sur la place principale. Voilà, donc ça fait beaucoup de bruit, et on voulait un petit peu interroger des gens pour savoir s'ils avaient entendu parler des anges de Mons. On va aller peut-être s'éloigner un petit peu. Mais j'ai l'impression que la vie est un peu concentrée là aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est comme toutes les villes d'Europe où c'est très diffus autour de la ville et le centre-ville est ramassé et c'est là que tout est joli, le l'hypercentre finalement. Alors que nous sommes devant la mairie, nous remarquons que les personnes qui passent près de nous touchent systématiquement une petite statue de singe incrustée dans le mur. Comme il y a beaucoup de bruit à cet endroit, nous nous éloignons et nous partons à la découverte de la ville, direction le Beffroi et la collégiale Sainte-Vaudrue. Assez rapidement, nous remarquons un dragon stylisé, peint à même les pavés. Puis la sculpture d'une paire d'ailes dans un square à proximité de la collégiale. S'il doit y avoir des traces de Saint-Georges, peut-être les trouverons-nous ici. Donc on nous dit que à Mons, le Saint-Georges terrassant le dragon est une vieille tradition. Donc nous voici dans l'église où nous avons fait un peu le tour pour chercher des traces de Saint-Georges et dans une chapelle, effectivement. Il y a une statue. C'est marrant que ce soit ici dans cette ville où Saint-Georges est le saint patron, que les Anglais aient vu des visions de Saint-Georges alors que c'est aussi leur ange protecteur. Voilà. Et donc là, on nous raconte l'histoire. La légende veut que tout petit, Saint-Georges quitta son rocher, enfourcha son cheval d'or et partit en quête du dragon. Adulte, il galopait toujours à sa recherche, non plus pour le tuer, mais pour savoir s'il appartenait au monde réel ou à celui de l'enfance quand il devint très vieux. Il aperçut l'ombre du dragon sur le rocher qu'il avait vu partir. Alors qu'il croyait s'être enfoncé tout droit dans la forêt, il y avait fait un tour presque complet, mais un précipice infranchissable l'empêchait de boucler la boucle. La ligne de sa vie était courbe comme les fers de son cheval. Plus il avançait vers son extrême vieillesse, plus il se rapprochait de sa prime enfance, sans pouvoir cependant combler le vide qui les séparait. S'il voulait retrouver le dragon, il devait revenir sur ses pas et repasser toute sa vie en revue. Ici, ce que tu es en train de lire, en fait, c'est marqué ici, c'est une œuvre d'art. Et ils disent, l'artiste a suivi sa logique fabulatrice en démultipliant la légende en 3 points de vue distincts, correspond à ses 3 protagonistes, et placé religieusement dans un rétable de la collégiale Sainte-Vaudrue. Le texte de chaque récit a été gravé dans la pierre de manière à nous donner l'illusion qu'il s'agit d'un témoignage réel. Et donc c'est marrant comme la réalité
Et les légendes et tout ça se mélangent ici quand même. Hein. Ouais, et puis que les artistes s'emparent finalement beaucoup. On a eu des peintures, des textes, des poèmes, des sculptures mi-vraies, mi-fables finalement, gravées dans la pierre dans une église. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Voilà, donc c'est une réécriture en fait de la légende de Saint-Georges, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis même ils ont mis, je le vois pas, il y a une niche où il y a des reliques de la peau du dragon. Nous ressortons, non sans avoir admiré le quart d'or, un char de procession en bois sculpté du XVIIIe siècle utilisé chaque année pour la Ducasse de Mons dont nous a parlé Corentin. Nous remontons vers le beffroi où nous croisons 2 promeneuses. L'une d'elles est habitante de Mons. Vous avez déjà entendu parler des anges de Mons ? Oui, tout à fait. Oui, puisque c'est une légende, les anges seraient apparus pendant la guerre, je pense 14-18, qui aurait fait reculer certaines troupes et la victoire de notre côté. Et à maintenant, je ne sais pas si vous avez, il y a du mousseux qui a l'appellation des anges de Mons. On en a entendu parler au musée. Voilà. Et puisque vous êtes d'ici, on a vu en bas, les gens caressent la tête d'un singe. Oui, tout à fait, ça porte bonheur. Et on sait d'où ça vient ou pas ? Écoutez, l'histoire, je ne la connais pas vraiment, mais je sais que c'est le symbole porte-bonheur de la ville de Mons, c'est de caresser la tête. D'accord. Donc les gens sont un peu superstitieux ici ou... Bon, je pense qu'on l'est tous un peu, oui. Hein, on tient à nos fétiches. Intrigués par cette histoire de singe, nous décidons de revenir à la fête foraine et d'interroger les personnes qui le touchent. Peut-être les personnes connaissent-elles l'histoire de ce singe, mais également celle des anges de Mons. Alors, c'est quoi ce singe ? Ah, le singe de Mons, mais il y a plusieurs histoires. Donc ce serait un petit singe qui gardait des enfants qui étaient un petit peu plus loin, des enfants délinquants à l'époque. Et le petit singe gardait justement les prisonniers, on va dire, de l'époque. Il y a plusieurs légendes, voilà. Donc, il faut faire aveu, hein. Surtout quand pour les jeunes mariés, souvent, ils se marient, sortent et mettent leur main à gauche sur la tête du singe de Mons, voilà. Le singe de Gart. D'accord. Nous, on est là aujourd'hui parce qu'on est allé visiter le mémorial ce matin. Oui. Pour les anges de Mons. Vous en avez entendu parler ? Non, vous ne connaissez pas ? Non. D'accord. C'est une légende qui dit que dans la guerre de 14-18, qui étaient encerclés, oui. Voilà, il y a des apparitions dans le ciel. Oui, ça faut rien. Ouais. Oui, ça fait partie de l'entité montoise. Voilà. Oui, un petit peu, oui. Donc tu as eu une explication à l'office de tourisme concernant le singe. Voilà, une explication qui n'en est pas une, parce qu'en gros, on ne sait pas trop ce que c'est ce petit singe. Il y a 3 explications possibles. Soit c'est l'œuvre d'un forgeron qui a laissé ça là, peut-être lors de la construction de la maison. Soit c'était l'enseigne d'un commerce qui était autrefois au sous-sol. Ou soit, c'est l'explication la plus marrante, c'est un pilori pour enfants. Ah, mais c'est ce qu'a dit le monsieur. Voilà. Je pense que c'est l'explication la plus marquante, c'est la plus marrante finalement. Dis-moi pourquoi tu touches la tête du singe, s'il te plaît. Mais je peux pas. Pourquoi ? Mais parce que... Est-ce que c'est parce que ça porte bonheur ? Oui. D'accord. Et est-ce que tu connais, toi, l'histoire des anges de Mons ? Tu habites ici ? Tu habites à Mons ? Non, à Aubourg. C'est à côté ? Ouais, c'est pas loin. D'accord. Et tu connais l'histoire des anges de Mons ? Non. D'accord. La tête du singe, mais... Il faut juste te toucher la tête, en fait. Ah oui, toucher la tête, ça porte bonheur, apparemment, mais juste ça. Et est-ce que vous connaissez l'histoire des anges de Mons ? Non plus ? Après, vous n'êtes pas dit, de Mons ? Si. Ah, d'accord. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander pourquoi, c'est pour un podcast si ça ne vous dérange pas, pourquoi vous touchez la tête du singe ? C'est censé porter bonheur, porter chance. Vous êtes dans la cité porte-bonheur et donc voilà, c'est une habitude, ça marche. Ouais. Voilà. Ça marche ? Oui, ça marche. C'est important pour nous, voilà. Donc dès que c'est possible, dès qu'on passe, voilà, une petite caresse. Vous êtes de Mons ? Oui. Et est-ce que vous connaissez l'histoire des anges de Mons ? Plus ou moins, l'apparition là, pendant la Première Guerre mondiale. Mais bon, voilà, sans plus. Ouais, à chaque fois qu'on venait à Mons, on disait il faut caresser la tête du singe. Et au plus on la caresse, au plus le zizi monte. Il monte. C'est le double effet, quoi. C'est ça, ouais. Vous connaissez la légende des anges de Mons ? Non. Mais pourtant, j'habite pas très loin, à 10 km, mais non. Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes de Mons.
Depuis pas longtemps, oui. Ouais, et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende des anges de Mons? Les anges de Mons? Oui. Non. Non, pas encore? Non. Ah, ça viendra à ce moment. Pour terminer la journée, et sur les conseils de nombreux passants dans la ville de Mons, nous nous rendons au cimetière de Saint-Symphorien, où reposent les soldats allemands et anglais, dont certains ont peut-être été témoins de l'apparition en 1914. Alors là, on passe de l'ambiance de fête foraine qu'il y avait à Mons à une ambiance très différente, puisque le soleil tombe, la brume revient et on se retrouve dans le cimetière militaire de Saint-Symphorien, dont beaucoup de personnes à Mons nous ont dit que c'était un des plus beaux cimetières militaires de Belgique. Alors c'est vrai qu'il est très calme. Là, il y a une grande stèle qui est en allemand, donc ils nous ont dit qu'il y avait à moitié-moitié à peu près d'anglais et d'allemand ici. Apparemment, les deux sont mélangés dans le même cimetière. Il y a une grande croix avec une épée impressionnante dessus. On prendra quelques photos, on essaiera de vous les mettre sur les réseaux sociaux. C'est un endroit assez vert, quoi, enfin arboré. Et autour, il n'y a que des champs cultivés, des grandes plaines. Voilà, c'est assez émouvant puisque, d'après ce qu'on nous a raconté, c'est ici que sont enterrés le premier mort anglais de la guerre de 14-18 et le dernier qui est mort 2 minutes avant l'armistice. Corentin Roussement, un peu plus tôt au Memorial Museum. Mais c'est ça qui est extrêmement fort, c'est que c'est le premier combat entre les Britanniques et les Allemands. Et donc c'est ici, au cimetière militaire de Saint-Symphorien, à 3 km d'ici, qu'on a le premier mort britannique de la Première Guerre mondiale. Et alors, l'histoire veut qu'on est la dernière ville libérée en 1918, la nuit du 10 au 11 novembre, 11 novembre, armistice, et le dernier soldat britannique qui va mourir, il meurt ici. Et le dernier soldat du Commonwealth, qui est un Canadien, va mourir 2 minutes avant la prise d'effet de l'armistice, à 10h58. Et donc, imaginez-vous le symbole de Mons pour les Britanniques. C'est pour ça que le musée existe. Hein. Il est sorti d'une maison et il y avait un sniper qui lui a tiré dessus. Et 2 minutes après, ce gars-là aurait pu être condamné. Et on voit au pied de certaines tombes, donc c'est des stèles, hein, on voit des petits drapeaux irlandais, canadiens. Donc ça semble bien correspondre à ce qu'on nous avait dit, que effectivement c'est encore beaucoup lié aux forces du Commonwealth. Et puis d'ailleurs, la grande pierre à l'entrée est écrite en anglais. Et celle-ci est en allemand. Et celle-ci est en allemand, oui. Alors on voit effectivement côté allié le nom des régiments. L'armée canadienne, lui il est mort le 9 novembre 1918 à 22 ans. Voilà. 14, ouais, à chaque fois c'est pareil. C'est 14 ou 18. Ouais. Oui, c'est logique. En fait c'est en début et en fin de guerre qu'elle est morte. À Mons en tout cas. C'est vrai qu'après c'était plus là. C'est étrange d'être là alors que le soleil est en train de tomber. Et que la brume se lève. Après ce moment très émouvant dans le cimetière militaire de Saint-Symphorien, et alors que la nuit tombe, nous décidons de revenir vers Mons. Plusieurs éléments nouveaux sont apparus lors de cette journée, et des rencontres que nous avons faites. Tout d'abord, il y a eu cette surprise d'apprendre que les Montois n'étaient pas familiers de cette histoire des anges, plutôt diffusée dans le monde britannique, chose que nous avons pu vérifier sur la fête foraine. Mais nous avons également découvert que nos amis belges semblent prendre plaisir à se regrouper autour de moments et de croyances communes et locales, pendant lesquels ils montrent leur appartenance à leur ville. Et ça, c'est le cas autour du petit singe. Vraiment, la plupart des personnes qui étaient présentes sur la fête passaient caresser la tête de ce singe.
Donc maintenant, nous avons vu ensemble dans l'épisode 1 le contexte global de ces apparitions des anges de Mons. Nous avons vu aujourd'hui comment ils étaient perçus dans la cité montoise et la relation que les habitants entretiennent avec cette légende. Pour poursuivre notre enquête, nous allons nous intéresser la semaine prochaine aux témoins de ces anges, qu'est-ce qu'ils ont raconté réellement, et on s'intéressera en particulier à un écrivain qui pourrait bien avoir sa part dans cette histoire des anges de Mons. À la semaine prochaine pour continuer notre petit périple autour des anges de Mons. Rendez-vous la semaine prochaine avec nos invités pour la suite du calendrier de l'OVNI. En attendant, n'oubliez pas, regardez le ciel. Et gardez l'œil ouvert.